Ouverture lundi de la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies en présence des chefs d'État et de gouvernement des 193 pays de l'ONU, dont le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, la crise migratoire et les conflits en Syrie au cœur des débats. Aujourd'hui, 21 septembre, le monde entier célèbre la Journée internationale de la paix, une journée consacrée à la consolidation et au renforcement de la paix, tant à l'intérieur des nations qu'entre les peuples. À l'occasion, les Nations unies appellent à une trêve entre les belligérants des pays. Et puis, calme précaire à Kinshasa, en République démocratique du Congo, après 2 jours de violence ayant fait au moins 44 morts, selon Human Rights Watch. L'opposition réclame le départ du président Kabila dans les 3 mois qui viennent. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Ouverture, je vous le disais tantôt, dès lundi de la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies en présence des chefs d'État et de gouvernement des 193 pays de l'ONU, dont le chef d'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. Cette ouverture a été marquée par les discours des présidents Barack Obama des États-Unis et François Hollande de la France. Le président Alassane Ouattara, lui, sera au pupitre dès jeudi. La 71e session annuelle de l'Assemblée générale des Nations unies a ouvert ce mardi son débat général marqué par les interventions de plusieurs chefs d'État, dont les présidents Barack Obama des États-Unis et François Hollande de la France, à la tribune de l'Assemblée générale. Jeudi, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, interviendra à cette tribune et fera ainsi entendre la voix de la Côte d'Ivoire. Depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République Alassane Ouattara a toujours tenu à marquer la présence de la Côte d'Ivoire chaque année à ce grand rendez-vous de la communauté mondiale. Ce qui a pour résultat que la Côte d'Ivoire est visible sur l'échiquier international et de ce fait mieux connue des bailleurs de fonds et des investisseurs. Cette prise de parole devant l'Assemblée générale avait des allures de testament d'adieu pour le président américain Barack Obama en fin de mandat à la tête de son pays. Il a félicité les progrès enregistrés par le monde libre et a fermement condamné toutes les formes d'extrémisme religieux ou idéologique. Fin de mandat également pour le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon qui après 10 années d'exercice va bientôt céder son fauteuil. Le président français François Hollande, quant à lui, a lancé un appel à l'ONU pour soutenir l'initiative de l'électricité pour tous les Africains. Une initiative lancée par la France et qui bénéficie déjà du soutien de 10 bailleurs de fonds qui se sont engagés à mobiliser 10 milliards d'euros d'ici 2020. Le chef de l'État ivoirien, pour sa part, interviendra jeudi pour présenter au monde sa vision. Ce mardi, en marge de l'Assemblée générale, il a eu une rencontre avec le président de la République portugaise, Marcelo Rebelo de Sousa. Voilà, et la crise migratoire était au cœur d'un sommet hier mardi en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. 50 chefs d'État et de gouvernement prenaient part au débat. Ils se sont engagés à accueillir 360 000 réfugiés cette année, soit le double de l'année dernière. La mesure de restauration des cours de mercredi fait toujours débat à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. La décision du gouvernement est contestée par le MIDD, le mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits. Et pour évoquer le sujet, une rencontre a eu lieu hier entre le mouvement et le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. On en parle avec nos reporters. La réinstauration des cours de mercredi dans l'enseignement primaire, une pierre d'achoppement. En tout cas, le syndicat des instituteurs pour la défense de leurs droits, MIDD, n'y adhère pas. Le gouvernement, quant à lui, tient à l'application de la décision prise en Conseil des ministres. À la recherche d'un consensus, le ministre chargé du dialogue social s'est entretenu avec la direction du MIDD. Rencontre qui, selon le ministre Pascal Kwaku-Abina, a abouti à une compréhension de part et d'autre. Il est clair que le gouvernement de Côte d'Ivoire a pris une décision, une mesure
Et comme disent les Grecs, la loi, même si elle est dure, c'est une loi. C'est une décision qu'il faut appliquer. Donc, c'est dans ce cadre-là que, après donc, les déclarations, les interventions du MDD dans la presse, j'ai jugé bon de les recevoir pour qu'on échange. C'est ce que nous avons fait, je pense que nous nous sommes compris. Le dialogue n'est pas rompu. Pour preuve, en tant que secrétaire général du MIDD, je fais partie du comité de dialogue social mis en place par M. le ministre de la fonction publique. C'est vrai que ce comité devra traiter des questions transversales, mais pour des questions qui concernent une majorité d'enseignants et pour lesquelles il pourrait y avoir quelques cristallisations, je pense qu'en tant que vice-président, je vais en informer le président pour que ce comité se saisisse lui également de ce problème-là et voir dans quelle mesure une médiation efficace a l'effet d'aplanir tout ce qu'il y a comme difficulté. Pour le gouvernement ivoirien, la réinstauration des cours du mercredi va augmenter le volume horaire d'enseignement dans le primaire, conformément aux normes de l'UNESCO. Cependant, pour le MIDD, elle n'apportera pas plus de bien aux enfants et n'arrangera pas les instituteurs de Côte d'Ivoire. Une école qui fonctionne sans enseignants, c'est possible. La méthode Toastmaster, c'est la trouvaille de l'Américain Ralph Smedley. Il s'agit d'une technique pour améliorer les compétences des participants ou apprenants en matière de communication et de leadership. À la pratique, il est question d'échanges entre apprenants qui s'évaluent mutuellement. Pas de formateur. Plus de détails dans ce reportage signé Patricia Oumou-Etia. Une journée de formation organisée en ateliers et divers concours d'art oratoire pour démontrer l'efficacité de la méthode Toastmaster. Le but de cette méthode est de permettre à tous de maîtriser l'art d'écouter, de penser et de parler. Des compétences qui facilitent la réalisation personnelle, accroissent le potentiel de leader et contribuent à l'amélioration de la société. Il s'agit tout simplement de chercher à renforcer sa capacité oratoire ou son leadership pour que vous soyez accueillis au sein d'un club pour développer. Nombreuses sont les personnes qui éprouvent des difficultés à s'exprimer en public et se plaignent de ne pas pouvoir développer leur leadership. Aujourd'hui, je ne me prends pas pour un orateur hors pair, personnellement. Mais je sais que par rapport à ce que j'étais il y a 20 ans, il y a eu une amélioration considérable. Et ça, c'est ma satisfaction. J'étais une grande timide et j'avais du mal à parler lorsque j'avais déjà 3 paires d'yeux braqués sur moi. Du coup, je perdais tous mes sens et je balbutiais. Aujourd'hui, je peux me tenir devant un auditoire de 100, 200, 300, 400 personnes et puis faire passer mes idées. Au thème de cette journée de réflexion, cette méthode de formation va être renforcée. Les participants vont consolider leurs aptitudes de communicateurs et de leaders pour une vision plus concrète dans leurs entreprises et dans le développement de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, 21 septembre, le monde entier célèbre la Journée internationale de la paix, une journée consacrée à la consolidation et au renforcement de la paix, tant à l'intérieur des nations que des peuples. À l'occasion, et comme chaque année d'ailleurs, l'Organisation des Nations Unies appelle à une trêve entre les belligérants du monde entier. La paix, gage de tout développement, la paix denrée recherchée, la Fédération pour la paix universelle en Côte d'Ivoire prie et sensibilise pour la bonne cause. La célébration ce 21 septembre, qui commémore donc la Journée internationale de la paix, a eu lieu à la mosquée Fatima Zahra, c'est à Grand Bassam. On en parle avec Chantal Akando. Ce 21 septembre, l'UNESCO prône le développement durable à travers la célébration de la Journée internationale de la paix. Cette journée rencontre l'adhésion de la Fédération universelle de la paix qui s'inscrit dans la même vision. Cette fédération a jugé utile de partager les valeurs et les principes liés à la paix avec les fidèles de la mosquée Fatma Zahra de Grand Bassam. Au menu, des prières pour la paix en Côte d'Ivoire. Le développement est une composante essentielle de la paix. Mais on dit aussi que sans la paix, il n'y a pas de développement. Il faut d'abord mettre l'accent sur la paix. Et donc, nous avons prié pour la paix, demandé que le Créateur, peu importe les noms que nous lui donnons selon nos religions,
puisse nous accorder cette paix intérieure d'abord en nous-mêmes, et qui nous permettrait de nous réconcilier avec lui. Parce que si on n'est pas réconcilié avec Dieu, le Créateur, on ne peut pas faire la paix. C'est impossible. On a estimé qu'il fallait que nous demandons à Dieu de nous donner cette capacité de faire la paix. La cérémonie est également ponctuée par des communications à l'endroit des participants sur la culture de la paix. Je suis chrétienne. Il faut être humble. Et les 10 commandements, j'essaie de mettre ça en pratique. Et avec ça, je pense qu'il y a la paix autour de moi. C'est l'union qui fait la force. Si on s'aime, je pense que c'est la moindre des choses. L'amour, là, ça va entraîner la paix en Côte d'Ivoire. La Fédération pour la paix universelle, en initiant cette journée de prière, veut ainsi apporter sa contribution dans la préservation de la paix en Côte d'Ivoire. Selon elle, il faut construire la paix au quotidien avec la participation de tous. Je vous conduis à présent à Divo, où les disciples de la Zawiya du Cheikh El Hadj Mohamed Diarra ont également prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Les échos d'une journée de prière avec Onogrine Anigori et Astou Touré. C'est d'un même cœur qu'ils ont élevé la voix vers Dieu à travers des chants de louanges, des lectures coraniques pour la paix dans le monde et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Eux, ce sont les disciples des Zawiya du Cheikh El Hadj Mohamed Diarra de la communauté des Tijanistes de Côte d'Ivoire. Ils entendent à travers ces rencontres mensuelles instituées par le guide spirituel de la communauté inculquer l'amour du prochain aux fidèles. Selon le Cheikh Mohamed Diarra, la multiplication des initiatives du genre permettra à l'ensemble de l'humanité de vivre dans la paix et la concorde. La Zawiya du Cheikh Mohamed Diarra est fondée en 1995. Elle revendique aujourd'hui plus de 1000 membres à travers le pays. Cette information avant de continuer, l'arrivée du deuxième vol des pèlerins du Hajj 2016 en Arabie Saoudite devrait être maintenant à Abidjan. Le vol devrait donc être à Abidjan. L'arrivée était prévue pour 12h45 ce mercredi. Abidjan s'apprête à accueillir les Jeux de la francophonie. L'événement est prévu pour juillet 2017 dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Et pour se rendre compte des avancées au plan organisationnel, eh bien, une délégation du Comité international des Jeux de la francophonie est en Côte d'Ivoire 10 jours pour procéder à l'état des lieux des sites devant abriter les compétitions. Franck Wadio. Dans 10 mois, les 8e Jeux de la francophonie auront lieu à Abidjan. Et depuis le 10 août, le nouveau site devant abriter le village des Jeux est connu. C'est l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS. Rendre ce site opérationnel, c'est le sens de la 18e mission d'évaluation et de suivi du cahier des charges de la Direction internationale des Jeux de la francophonie. La CIJF, le ministère à charge et la Direction générale des Jeux, les différentes commissions et experts vont donc travailler durant 10 jours sur les plans d'aménagement et architecturaux, les travaux envisagés, la question de la sécurité et l'hébergement entre autres. Seconde étape, harmoniser les points de vue et trouver des solutions aux préoccupations purement techniques sur le site des compétitions, mais aussi au village des Jeux. Cette première journée de travail est d'ailleurs consacrée à une visite sur le nouveau site du village des Jeux, où la délégation conduite par Mahaman Lawana Seriba, directeur du CIJF, a pu voir l'espace réservé au dortoir, à la restauration et réajuster certains aspects techniques. Témoins ravis de ces préparatifs, encadreurs et étudiants qui à terme profiteront bien du réaménagement de leur espace. Enseignants comme étudiants, nous avons accepté ça avec beaucoup de joie. Ces jeux sont bienvenus parce qu'ils permettent déjà de rénover l'établissement, tout ce qui était déjà endommagé, de mettre ça à niveau, qu'on puisse recevoir une bonne formation. Après le nouveau site du village des Jeux, la délégation du CIJF visitera ceux des compétitions sportives et autres concours culturels, le stade Félix Houphouët-Boigny, le palais des sports et le canal au bois. Voilà, et je rappelle que les Jeux de la francophonie sont prévus pour juillet 2017, ici même à Abidjan. Un autre événement se prépare activement ici même à Abidjan, la 2e édition du Forum africain pour la finance islamique. Ce sera du 17 au 18 octobre prochain. Il s'agit d'une plateforme qui permettra aux banques locales de s'imprégner du mécanisme de financement de la banque islamique. Francis Boifo pour en savoir davantage.
La Banque islamique de développement BID en Côte d'Ivoire, c'est 120 milliards de francs CFA d'investissement sous forme de dons et de prêts pour le financement des activités dans l'agriculture, l'éducation, la formation professionnelle, l'eau potable, l'électricité, les routes, les ponts et les finances. Ces projets, les responsables de la BID ont l'intention de les faire connaître et de nouer davantage de partenariats avec le secteur privé et les banques locales. D'où l'organisation du Forum africain de la finance islamique à FIFA 2016 à Abidjan les 17 et 18 octobre prochains. C'est une occasion pour les banques ivoiriennes de découvrir les instruments, les mécanismes de financement qui sont offerts par les institutions comme la Banque islamique de développement et de pouvoir adresser les besoins des petites et moyennes entreprises et de leur clientèle également. S'assurer que nous-mêmes ici en Côte d'Ivoire, on puisse mobiliser des ressources pour le financement des grands projets structurants du gouvernement. Le FIFA 2016, c'est également une rencontre d'affaires et de coopération. Des chefs d'État et de gouvernement, des opérateurs économiques y sont attendus. Pour cette deuxième édition du Forum africain de la finance islamique, les participants peuvent s'inscrire sur le site www.plan.gouv.ci. En Côte d'Ivoire, les femmes représentent 55% des personnes au chômage, en tout cas selon les récentes enquêtes emploi. Pour améliorer la situation des femmes, eh bien, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi jeune et du Service civique et le Bureau international du travail réfléchissent sur l'élaboration d'un programme national d'autonomisation de la femme. Et c'est Ami Sissoko qui nous en parle. 60 à 80% de la production alimentaire en Côte d'Ivoire est assurée par les femmes. C'est ce que révèle l'Institut national de la statistique. Cependant, les femmes ne bénéficient pas du fruit de leur travail. Leur revenu moyen est inférieur de 46% à celui des hommes. Conséquence, elles représentent 55% des chômeurs. Pour améliorer les conditions socio-économiques des femmes, l'Agence Emploi Jeunes et le Bureau international du travail initient une réflexion pour trouver une solution opérationnelle à l'autonomisation des femmes. Il s'agit de pouvoir avoir un projet qui intègre la formation, l'insertion et l'entrepreneuriat pour que ces jeunes femmes-là puissent contribuer davantage à la création de la richesse partout en Côte d'Ivoire. Sur le marché du travail, il faut dire qu'il y a des grandes disparités entre les hommes et les femmes en Côte d'Ivoire. C'est de voir comment on pourrait répondre aux besoins, non seulement économiques d'emploi des jeunes femmes, mais aussi renforcer leurs compétences et voir comment on pourrait avoir un meilleur partage des charges familiales. Toute une journée consacrée au partage d'expériences, de propositions entre partenaires techniques, financiers, ONG et ministères techniques. Des travaux qui doivent accorder une priorité au développement de l'employabilité, selon le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, Sidi Timoko Touré, qui a présidé la cérémonie. Le programme retenu sera intégré dans la démarche de 2017 de l'Agence Emploi Jeunes en vue de la mobilisation des ressources pour sa mise en œuvre. Il y a quelques mois, le ministère de la Construction et de l'Urbanisme a élaboré le schéma directeur du Grand Abidjan. Dans le cadre de sa mise en œuvre, ce sont 1200 hectares de terres identifiés qui devront subir des aménagements. Les droits coutumiers des détenteurs seront par la même occasion purgés, mais sur la question, les deux parties semblent ne pas s'entendre. La purge des droits coutumiers demeure une source de conflit entre les détenteurs et la tutelle. Un dossier proposé par David Oyo et Serge Koléa. Le village d'Ayamé-Benjeville est en ce moment dans la tourmente. Depuis le démarrage des travaux de viabilisation de 400 hectares de terrain à Benjeville, plusieurs familles sont mécontentes. Se disant détentrices de droits coutumiers, ces familles dénoncent l'occupation de leurs terres et la destruction de leurs plantations. Nous sommes surpris de tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre village. Le ministère de la Construction ne nous a même pas contactés. Aujourd'hui, il vient détruire tous nos plans. On nous demande un décret et on ne fait pas ce que le travailleur dit dans le décret. Eustache Manglé, ancien footballeur, fait partie de ces populations qui se plaignent. Ça fait presque 3 semaines que le village ne dort pas.
pour ce problème. On a tout perdu. Aux côtés des responsables du CAPIAD, le Centre d'administration du patrimoine immobilier d'Akwegeme, nous avons visité certains sites. Kimou est chef de famille. Il nous a présenté une parcelle sur laquelle se trouvaient des plants d'EVA et de manioc. Selon lui, l'opération menée par le CETAM, le service des terrains aménagés du ministère de la Construction et de l'Urbanisme, ne s'est pas fait dans les règles de l'art. Et puis moi j'ai près de 20 hectares. Je n'ai plus rien. Moi je n'ai plus rien. On m'a appauvri. Pour le vieux Henri Mobio, il faut mettre fin aux travaux et restituer aux villageois leurs terres. Ici, j'ai 4 hectares. Bon, le devant, c'est 2 hectares. Derrière moi, avec ce côté, je ne vois même pas ma limite de ma plantation. Tout est détruit. Donc, nous ne voulons pas que ça réalise ce projet. Il faut qu'ils nous rencontrent. Ensemble, qu'on trouve une solution. Donc, il faut discuter et donner le montant que le terrain mérite. Au ministère de la Construction et de l'Urbanisme, le chef de cabinet n'est pas d'accord avec les plaintes des villageois. Il rappelle que dans le cadre de l'aménagement de sites habitables dans le district d'Abidjan, l'État, à la lumière d'un décret, s'est engagé à purger les droits coutumiers sur 1200 hectares de terres identifiés dans plusieurs localités du district d'Abidjan. L'État ne peut pas spolier, l'État ne peut pas arracher les terrains à quelqu'un. Nous sommes dans un état de droit et l'État garantit les droits des uns et des autres. La purge sur les sols est réglementée. Dans le district Abidjan, le maximum c'est 2000 francs. C'est un texte qui le dit. Et quand on a un projet d'utilité publique, les négociations s'engagent et au bout d'un mois, si les négociations n'ont pas abouti à un accord, le gouvernement, à travers le ministère de l'Urbanisme et de la Construction, a le droit de commencer les travaux tout en continuant les négociations. À Adjamé-Benjéville, comme dans les autres villages visés, des concertations ont été menées depuis 2013 avec les détenteurs du droit coutumier, indique un responsable du ministère en charge du dossier. En général, là-bas, ce que je sais au niveau d'Adjamé-Benjéville, les propriétaires de sol sont en même temps les propriétaires des plantations. Nous leur avons dit que les fonds sont disponibles pour donc leur dédommagement. Pour dire que lorsque l'État est en train de faire un programme, l'État est tenu de respecter les tests qui régissent le domaine, surtout le domaine du foncier. Le ministère de la Construction et de l'Urbanisme se dit prêt à garantir les droits des familles tels que définis par la loi. Seulement, les populations doivent retenir que la réalisation de ces travaux d'aménagement s'impose. Cette action d'envergure s'inscrit dans le cadre du programme global du schéma directeur d'urbanisation du Grand Abidjan. Schéma directeur qui prend en compte le développement des communes et villages du district d'Abidjan. Anarchie, mauvaise foi, manque de courtoisie, les usagers des transports en commun passent de bien durs moments au quotidien dans les taxis communaux et autres minicars appelés communément Gbaka. Un véritable désordre organisé par certains acteurs du secteur, c'est en tout cas le constat de notre reporter Konaté Moussa. Ce minicar appelé communément Gbaka marque un arrêt en pleine chaussée pour descendre les passagers. La scène est fréquente à cet endroit du rond-point Liberté dans la commune d'Adjamé. Et cela n'est pas du goût des usagers. On est monté à Cocody, il nous a dit comme ça, on descend devant ce lieu. Arrivé là, il laisse et puis il nous a garé ici. Donc ça ne m'a pas plu. Il a dit non, c'est pas comme ça. Voilà, tu as pris ton argent, tu vas pas tu as pris ton argent et puis tu nous laisses dans un endroit où nous on refuse de descendre. Tes arômes liberté par la vie, je peux tourner ici, je dis que vous forcément il demande pardon maintenant, mais pas le mal. Non loin de là, des véhicules en bordure de route attendent d'être chargés. Leurs activités en ce lieu créent un ralentissement du trafic. En bas là-bas, on les a chassés, ils sont venus jusqu'en haut. C'est ici, toujours, les gars chargent pour partir. Il faut qu'on rentre ici pour charger. Les clients viennent ici, donc on est obligé de venir garer là. L'anarchie, au final, s'impose donc comme une habitude. Commune de Cocody, à ce carrefour dans le quartier d'Angri, la tâche n'est pas aisée pour les usagers. Rallier Cocody Centre est une véritable corvée. Il faut souvent débourser 2 fois le tarif pour un seul trajet. C'est de l'anarchie totale sur la ligne.
Rien n'est contrôlé, rien n'est fait. C'est les chauffeurs même qui imposent la loi. Tu prends ici, tu descends 2 plateaux, tu payes 500. Et puis tu as payé encore 250 pour arriver, ça fait 750. Bon, quand tu prends client ici matin, jusqu'à Adien, jusqu'à 2 plateaux, tout ça embouteillé. Bon, après 2 plateaux, au magasin, l'ENA là, tout est bouché. Quand tu passes derrière, il n'y a pas de route. C'est pas facile. Ça cause beaucoup en fait des plateaux. Une organisation du secteur du transport par ailleurs, le sens de la nouvelle réforme. La dernière en date, la réduction du coût des transports depuis le 1er août dernier. Malgré ces efforts, le secteur reste dominé par un manque de contrôle, reflété par le désordre et les mauvaises habitudes de certains acteurs. Faire des tout-petits des acteurs de développement, une des missions que s'assigne l'ONG OINE. Au nombre de ses cibles, les enfants de Yakoli Dabo, c'est un village de la sous-préfecture de l'Elio, dans le département de Soubré. Les enfants de Yakoli Dabo ont donc été formés à la protection de l'environnement. Compte rendu, Éric Goré. Une trentaine d'enfants participent à l'entretien de leur cadre de vie dans un camp de socialisation. L'objectif est de les initier à l'apprentissage de la vie adulte. Durant 2 jours, ils ont appris l'importance de l'hygiène corporelle et vestimentaire, mais aussi la gestion des ordures ménagères. L'initiative est de l'ONG UINE, une ONG qui œuvre dans le social. Par cette action, les initiateurs entendent rendre plus responsables ces enfants. Au travers donc de ces ateliers, nous avions permis aux enfants d'acquérir ces connaissances parce que pour nous, ils seront la relève de demain. Le projet UNEYU qui consiste à créer un cadre permanent d'apprentissage, de formation pour les enfants de 5 à 15 ans du village de Yakoli Dabo et partant des villages environnants. C'est en 1997 que l'ONG UINE a été créée. Elle fait de la lutte contre la pauvreté une priorité. À son actif, la construction d'écoles primaires, d'hôpitaux et la création d'un fonds d'entraide. De retour de Yakoli Dabo, je vous conduis à présent à Béoumi, la jeunesse du village de Kekrenou, dont la sous-préfecture de Ando-Kekrenou a mis les vacances scolaires qui viennent de s'achever à profit pour mener de diverses activités. Ainsi, pour cette année 2016, une semaine culturelle dénommée J'aime Kekrenou a été initiée. Objectif, amener la jeunesse à faire œuvre utile pour l'émergence du village. Reportage Kader Sogodogo. EJEC, Entente des jeunes de Kekrenou, a été mis sur pied en 2006. À l'initiative de cette association, le village de Kekrenou, dans la sous-préfecture de Ando-Kekrenou, a connu durant une semaine une animation particulière. Il s'agissait pour cette jeunesse de démontrer sa solidarité pour le développement du village. À cet effet, l'EJEC a bien voulu récompenser les meilleurs élèves, cultivateurs et la femme dont la cour est la plus propre de Kekrenou. La sous-préfecture, la chefferie et l'école primaire du village n'ont pas été oubliées. Elles ont reçu du matériel pour leur bon fonctionnement. Les erreurs du passé vont corriger le futur et qu'on aura une très belle saison l'année prochaine. Des campagnes de sensibilisation portant sur le VIH et le planning familial étaient également au menu. Les festivités ont pris fin par la finale du tournoi de la fraternité qui a vu la victoire de l'équipe de Kekrenou sur celle venue de la sous-préfecture. Hors de chez nous, calme précaire à Kinshasa, en République démocratique du Congo, après 2 jours de violence, des violences ayant fait au moins 44 morts. L'opposition réclame le départ du président Kabila dans les 3 mois à venir, son mandat devant expirer en décembre prochain. L'opposition qui boude le dialogue politique, notez que l'Église catholique a décidé de ne plus y prendre part. Et puis la Syrie, où le cessez-le-feu n'aura duré que quelques jours. Les bombardements ont repris à Alep et ses environs. 4 membres d'une ONG médicale basée en France ont été tués dans un raid ayant visé un centre médical dans le sud de Alep. Un convoi humanitaire également a été bombardé. Washington accuse la Russie d'en être responsable. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent après-midi.